Bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Build in Public. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un sujet hyper important pour les entreprises, surtout les startups, la levée de fonds. Et oui, nous l'avons déjà traité l'an passé, mais c'est une étape tellement cruciale et importante dans la création d'une entreprise que nous devons d'en reparler. En effet, si vous avez un projet et que vous voulez le mener à bien, vous ne pourrez pas le faire sans argent. Ce n'est pas possible. Encore plus dans le Web 3, une industrie jeune, un bac à sable à ciel ouvert où tout le monde peut construire. Il faut des financements. Et nos Cubers ne font pas exception à la règle. En effet, leurs projets sont prometteurs, ils sont créatifs, mais ils sont coûteux. En effet, il faut payer du personnel, il faut payer des locaux, il faut payer des développeurs, il faut payer des coûts logistiques, du transport. Bref, vous avez compris, entreprendre, ça coûte cher. Mais il existe une solution, et c'est bien le sujet d'aujourd'hui, lever des fonds. Alors lever des fonds, ça se fait par étapes, et ça se fait pas n'importe comment. En effet, on peut vite se griller. Et vous le verrez lors de l'atelier de cet épisode, un des Cubers a une anecdote à ce sujet. Vous verrez que lever des fonds, c'est tout un processus. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Bien entendu, encore une fois, c'est un parcours du combattant. Dans cet épisode, vous verrez deux nouveaux Cubers se poser des questions par rapport à la levée de fonds et par rapport à leur projet. Vous verrez ensuite notre intervenant répondre à ces questions, Alexis Leports, de Truffle Capital. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on a levé des fonds, il faut les sécuriser et il faut bien savoir les utiliser. Et Estelle Motuom de la banque de Lubac sera là pour éclairer nos Cubers. Et en toute fin d'épisode, vous verrez nos Cubers sur le terrain. En effet, ils ont participé à un salon à Angers afin de présenter leur pitch. Bref, on a du pain sur la planche, mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour. Merci à Binance de sponsoriser ce troisième épisode de Build in Public. Vous connaissez probablement Binance, la plateforme leader en France et dans le monde pour investir sur les actifs numériques avec plus de 235 millions d'utilisateurs. Binance, c'est vraiment la solution pour vous lancer dans cet écosystème, acheter, vendre et gérer vos cryptos. Vous y retrouverez plus de 350 crypto-monnaies différentes, donc c'est assez énorme, des frais ultra compétitifs de seulement 0,1% et un enregistrement auprès de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, qui fait donc de Binance une plateforme régulée. Pas envie de vous compliquer la vie, c'est très simple, vous pouvez tester Binance Auto Invest qui permet d'investir automatiquement dans les 10 crypto-monnaies du moment sans vous connecter chaque jour. Donc si vous êtes plutôt un utilisateur ou un investisseur passif, c'est totalement compatible. En ce moment, vous pouvez gagner jusqu'à 100 $ de crypto en invitant un ami à rejoindre Binance. C'est très simple. Vous allez sur le lien en description et en fiche de cette vidéo pour vous inscrire à la campagne, inviter un ami à trader et vous repartirez tous les deux avec des récompenses en crypto. C'est réservé aux utilisateurs de Binance en France, donc profitez-en. En plus, aucune excuse, créer un compte Binance, ça prend 3 minutes, montre en main. Je vous mets le lien en description et en fiche si vous voulez donc commencer votre aventure dans la crypto et inviter vos amis pour obtenir le bonus. Merci beaucoup à Binance, encore une fois, de sponsoriser cet épisode et de nous permettre de réaliser la série Build in Public. Merci à Binance encore une fois de sponsoriser cet épisode. Et maintenant, nous pouvons retrouver nos Cubers au sujet de la levée de fonds. Alors je suis Léo, un des cofondateurs de GiveUs. Je suis Laurie Daco, cofondateur de Bounty. Donc GiveUs, c'est une plateforme de financement participatif à impact pour projets associatifs qui a pour but, grâce à la blockchain, de redonner aux donateurs un pouvoir de vote sur la manière dont les fonds sont utilisés dans la sphère associative. Et chez Bounty, nous gamifions et récompensons l'engagement. En quelques mots, nous proposons une plateforme où les marques peuvent proposer des activités qui sont à la fois gamifiées pour atteindre ce qu'on appelle la majorité silencieuse et donc leur permettre d'engager plus auprès des marques. Que ce soit donner des feedbacks, des commentaires, répondre à des avis ou même partager sur les réseaux sociaux. Nous, nos questionnements par rapport à la levée de fonds, on est plus entraîné dedans parce que du fait de différentes interactions qu'on a eues avec des personnes, on commence à avoir certaines preuves d'intérêt. Donc comment poser une valo sur une boîte qui n'a pas forcément encore de chiffre d'affaires déjà. On se pose toujours plein de questions. Déjà, c'est combien on veut lever, pour quel objectif. On lève des fonds pour une fin, c'est pas une fin de lever des fonds. Donc c'est toujours savoir comment on détermine correctement ses limites, comment on détermine exactement quel montant va être nécessaire. Donc GiveUs, c'est un projet qui a pour but de s'attaquer au monde associatif. Et donc là-dessus, forcément, c'est peut-être une approche différente de la levée de fonds, avec des personas différents dans les investisseurs. Donc nous, ce ne serait pas forcément des fonds qu'on viserait, mais plus des business angels. Donc quel pourrait être le positionnement par rapport à ça? Quel type de personnes aller voir? Plutôt dans l'impact, je pense, moins dans le Web 3. On a déjà fait une première levée de fonds et donc là on va arriver sur une seconde et l'intérêt c'est de savoir justement est-ce que ce sera de la même manière, quelles sont les étapes clés à considérer pour celle-ci par exemple. Quels sont les pièges à éviter quand on fait une levée, comment bien se préparer, comment attaquer ça de la meilleure façon possible.
Bon, encore une fois, avec tous ces questionnements, vous vous rendez compte à quel point cette notion est complexe. Heureusement pour nos cubers, Alexis Leporte de Truffle Capital est revenu cette année afin de leur exposer tout son savoir-faire et ses précieux conseils pour réussir sa levée de fonds. Alors bonjour, je suis Alexis Leporte, partenaire chez Truffle Capital, un fonds d'investissement dédié au FinTech. Truffle, c'est une société qui existe depuis 20 ans, qui est d'abord, on va dire, dans des fonds retail. Ce qui est très important quand on va lever des fonds, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà levé des fonds ou pas? Ouais. Auprès de quoi, de Friends and Family ou plutôt de gens normaux? Je suis quelqu'un de normal, mais Pas d'investisseur professionnel. pas d'investisseur professionnel. Ok. En fait, une levée de fonds, c'est dans le titre, c'est une levée d'argent. Aujourd'hui, en fait, n'importe quelle société qui se lance au début, elle a besoin de se financer. C'est-à-dire qu'une société, au début, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de produit, il faut pouvoir recruter des gens, etc. Et donc, en fait, les projets, les porteurs de projets, les sociétés font appel à des investisseurs, professionnels ou pas d'ailleurs, en fonction de son stade de développement, pour aider en fait la société à franchir des étapes de croissance. Ça veut dire que c'est un exercice, lever des fonds, qui est un exercice très particulier, qui est un exercice qui est très chronophage, et c'est un exercice qui fonctionne quand on est très préparé. Mais on a des moments de marché comme ce qu'on a pu connaître en 2020-2021 où on est dans des taux d'intérêt négatifs, l'argent coule à flot dans tous les sens, et en fait les gens ont besoin de déployer de l'argent. Et là, finalement, on arrive avec un PowerPoint, on dit je vais refaire le monde et on vous donne des millions. Bon, déjà, un, c'est pas très sain, et deux, c'est pas du tout la période dans laquelle on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment dans un momentum là où on va pouvoir plus facilement avoir l'oreille des VC parce qu'on est dans un écosystème Web3 avec les cryptos, on le vend en poupe? Il y a quand même de l'argent sur le marché, mais les fonds font beaucoup plus attention. C'est-à-dire que nous, on a du mal à se financer parce que quand les taux sont élevés, en fait, tous ces gens-là, les banques assurances, ils vont placer de l'argent sur des obligations d'État, etc., qui leur apportent du 4-5% sans rien faire. Avant, il fallait prendre un maximum de risques pour pouvoir avoir ce type de rendement. Donc nous, on est des opérateurs du risque, on investit dans du risque, mais on est vraiment dans la phase la plus à droite du risque. Donc c'est vrai que c'est des moments qui sont difficiles pour les startups. Donc il faut être préparé, il faut connaître son marché, il faut connaître sa boîte sur le bout des doigts, et il faut surtout bien choisir des investisseurs qui vont pouvoir apporter de la valeur. C'est-à-dire qu'apporter de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi apporter plus que de l'argent et pouvoir apporter de la valeur ajoutée et aider les sociétés à se développer. Lever beaucoup d'argent, c'est pas un succès en soi. C'est-à-dire que c'est super, on a plein d'argent pour développer sa boîte, mais généralement on fait beaucoup de bêtises quand on a trop d'argent. Et puis après, derrière, un VC, c'est quand même quelqu'un dont le métier est d'accompagner les startups, mais aussi de gagner de l'argent. Donc s'il investit à des valorisations qui sont complètement délirantes, en fait, il ne gagnera jamais d'argent. Il y a différents types d'investisseurs en fonction du stade de développement de la société. Au début, on est plutôt sur des business angels ou la famille, ce qu'on appelle friends and family. Ça, c'est vraiment, on va dire, au tout début de la société. Et plus on va avancer, plus les investisseurs vont être professionnels. Donc généralement, à partir des phases de seed, on peut voir des fonds de VC, donc c'est des fonds de venture capital, dont le métier est d'investir du capital risque. Et plus on va avancer, en fait, plus on va se rapprocher des acteurs type private equity, qui sont des acteurs qui peuvent prendre des participations majoritaires dans les sociétés. Est-ce que vous avez envie d'avoir des investisseurs qui mettent un ticket et qui vous laissent globalement gérer et qui, une fois par an, lors de l'AG, peuvent poser des questions? Ou vous voulez des gens que vous pouvez appeler au téléphone, qui peuvent vous aider, qui peuvent être impliqués dans le développement de votre société? Donc ça, c'est super important. Et aussi, on peut rencontrer des CVC, donc c'est des corporate venture capital, donc c'est typiquement des sociétés qui ont beaucoup de liquidités et qui veulent monter en fait des véhicules d'investissement pour potentiellement investir dans des sociétés qui développent des produits ou des services stratégiques pour eux. C'est-à-dire que c'est toujours facile de discuter avec plein de gens qui disent c'est super ce que tu fais, j'ai envie de te mettre, en tout cas pour nous, des millions sur la table, pour vous aussi j'espère. Après derrière, il faut aller transformer ça en contrat, tu vois, et dire allez on y va, l'argent dans les caisses et go. Il y a toujours un moment donné où il faut quand même un petit peu pousser les gens. Tu vois, le fait d'avoir une deadline, c'est hyper important. Tu vois, nous, notre deadline, c'est Q2 2025 pour finir de lever des fonds en tant que Truffle. Et en fait, c'est le même mécanisme pour les sociétés. Ça prend énormément de temps en tant que fondateur. C'est même quasiment du temps plein. Hein. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce que le boulot que tu dois faire la journée, en gros, tu vas le faire le soir. Où tu dors plus, quoi. Mais c'est pas loin de la vérité. Hein. L'étape clé principale, c'est la préparation. On parle du futur de la société, on parle d'associés, parce qu'un fonds qui va investir va prendre des parts de la société dans laquelle il investit. Donc c'est des gens avec qui on va vivre au quotidien et développer la société. J'ai réussi à avoir une quarantaine de calls de VC depuis le début, juste pour me train, pour avoir des feedbacks et tout, bref, des gens plus ou moins intéressés. Et quand je relance pour des trucs ou quoi, si on a fait ça, j'ai l'impression qu'ils me laissent en vue tout le temps, ou alors ils répondent jamais aux messages. On a l'impression de courir après quelqu'un
pour dire STP, donne-moi un bisou, quoi. Écoutez tout ce que je dis ce matin, faut pas se traîner avec un VC. T'es cramé. Bah, en fait, ça m'a bien aidé, en fait, en vérité, les débuts. Bah oui, mais maintenant le problème c'est que tu vois, pour reparler à ces 40 gars, maintenant c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut être super préparé. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des next steps clairs. Si le mec au bout du meeting il dit ouais non mais c'est bon, je reviens vers toi, tu sais que c'est un peu plus compliqué. Donc tu le mets dans tes un peu cold leads, tu vois. Tu sais que c'est un mec, il faudra le réactiver dans 2-3 semaines, mais c'est pas le mec à qui tu vas mettre un maximum de pression. Le piège à éviter, c'est de perdre du temps. Essayer de contacter tout le monde parce qu'il y a toujours un peu d'aura sur la levée de fonds, ce qui est un peu dommage parce qu'une levée de fonds, c'est pas une fin en soi. Une levée de fonds, c'est ce qui va permettre de réaliser un plan. Le paper money, c'est c'est un piège dans lequel beaucoup de fondateurs tombent. Parce que tu vois, comme tu disais, les VC, c'est le Saint Graal, incroyable, j'ai réussi. Non, t'as rien réussi. T'as réussi à convaincre des gens à te donner de l'argent. Mais en fait, ta boîte, elle va pas mieux que quand t'avais pas d'argent. C'est juste qu'à un moment donné, ah bah tiens, il y a de l'argent sur le compte. Voilà. Mais ta boîte, c'est la même. Ouais, et puis attends. Et tu fais ton truc, tu fais ta levée à 10 millions, imagine tu lèves 10 millions à une valeur de 50, finalement ta boîte, elle vaut plus grand chose. Toi en tant que fondateur, tu n'auras rien, c'est les investisseurs qui, avec la fameuse liquidation preference qu'on avait tout à l'heure, toi en tant que fondateur, tu n'auras rien. Il ne faut pas tomber dans le piège de se dire je vais aller parler à tel fonds parce qu'il est très connu. Il faut trouver des investisseurs qui soient en accord avec notre thèse. Donc ne pas perdre de temps à aller parler à la terre entière, bien se préparer, bien préparer son audience, bien préparer, on va dire, la cible d'investisseurs qui pourraient être potentiellement intéressés et foncer. S'il y a un investisseur qui vous dit non, demandez-lui pourquoi il dit non. Et ça vous aidera à comprendre ce qui, dans votre présentation, n'a pas fonctionné. En tout cas, pour celui-là. C'est toujours dans un contexte. Un investisseur, il a une thèse, il a un machin, c'est pas parce que vous n'avez pas été bon avec A que vous serez forcément pas bon avec B. Je ne pense pas que la crypto soit un endroit où les VC abusent. Les VC ne sont pas là pour abuser, ils sont là pour aussi accompagner les sociétés. On a des spécificités au monde de la crypto qui sont le token et le vesting de token, etc., qui sont des sujets qui aujourd'hui portent un peu débat parce qu'il y a des histoires de tokens qui sont loqués. Parce qu'en fait, quand on investit, généralement, en tant que fonds d'investissement, on va avoir un vesting sur 4 ans, c'est-à-dire qu'on va toucher au fur et à mesure ces tokens sur 4 ans, mais il y a aussi des sujets où on peut avoir du staking, donc on peut avoir des intérêts du staking. Voilà. Bon, il y a plein de nouveaux sujets, tout ça est très nouveau. Je ne sais pas si on est abusif, parce que sans les VC, ou la communauté d'ailleurs, qui sont des investisseurs comme des autres, potentiellement, il n'y aurait pas de projet. Good ? Allez, super. Merci. Top. Merci. J'ai rencontré ce matin des entrepreneurs très motivés, avec toujours un peu les mêmes questions, parce que la levée de fonds, si on ne l'a jamais fait, on ne peut pas la deviner. J'ai vu la même flamme dans tous les cubeurs de cette année que celle de l'année dernière. Aujourd'hui, Give Us, on a lancé notre premier projet sur la plateforme. Et donc, on va commencer à communiquer dessus, on va commencer à aller chercher des donateurs, à fédérer des communautés de personnes qui soient prêtes à aller supporter les causes qu'on défend sur la plateforme. Et donc on vous invite à venir voir, faire vos retours et puis voilà. Écoutez, nous avons ouvert notre Discord, nous ouvrons pour une alpha et nous cherchons des gens voulant tester avec nous. Donc inscrivez-vous et participez à l'alpha. Lancez-vous avec des gens qui peuvent vous encadrer et bon courage, parce qu'il en faut. Ok. Maintenant, on sait comment lever des fonds, mais il faut apprendre à les gérer. C'est une certaine somme, et ça ne se gère pas n'importe comment. Pour nous l'expliquer, nous avons reçu Estelle Motuom de la banque de Lubac, qui veut nous donner quelques explications et des pistes. Déjà, la banque de Lubac n'est pas qu'une structure de financement, c'est une banque privée qui s'est spécialisée dans l'accompagnement sur mesure des acteurs avec une activité atypique. L'avantage d'être à de Lubac, surtout quand on est innovante ou qu'on est dans la blockchain, qu'on utilise la blockchain directement ou indirectement, c'est d'être avec un acteur bancaire, je précise bien, qui comprend l'usage et le domaine du Web3 et de la blockchain. Quand on lève des fonds, c'est que c'est pour répondre à un besoin qu'on a identifié et pour une certaine période. Donc idéalement, il faut pouvoir structurer le besoin avant d'avoir les fonds. Après, lorsqu'on a reçu ces fonds-là, c'est de les affecter en fonction du besoin le plus urgent au besoin le moins urgent. Il est vraiment indispensable de faire appel à quelqu'un dont c'est le métier pour pouvoir s'assurer qu'on respecte la roadmap qui a été convenue, mais également de s'assurer qu'on a une utilisation judicieuse et dédiée des fonds alloués. Par ailleurs, lorsqu'on a levé des fonds et qu'on arrive à 6 à 12 mois à la date d'échéance de la roadmap financière, c'est d'anticiper justement 1 an avant les prochaines étapes financières, de dire aujourd'hui on a levé des fonds, on les a utilisés, est-ce que c'était dans le cadre de ce qui était prévu, a-t-on dépensé plus vite, plus,
ou moins vite et on est resté plutôt excédentaire dans notre gestion. Toujours limiter l'utilisation du cash au minimum nécessaire, ce qui permettra bien évidemment de faire face aux imprévus. Durant toute cette période qui suit la levée de fonds, faire toujours un compte rendu aux associés et aux personnes qui ont participé à la levée de fonds. Pas parce que c'est une obligation, mais aussi pour leur montrer une bonne utilisation qui a été faite des fonds. Ça valorise l'entreprise, ça valorise les entrepreneurs et ça montre le gage de sérieux et l'importance qu'ils accordent à ceux qui ont investi dans leur projet. Gérer des imprévus, c'est toujours placer l'argent sur un support qui est liquide et duquel on peut sortir aisément, ce que la banque de l'UBAC propose. Et si vous voulez en apprendre plus, nous avons réalisé différents podcasts avec nos intervenants que vous pouvez retrouver sur la chaîne de Cube3. Tous les liens en description et dans les fiches. Vous l'avez vu de nombreuses fois, Cube3, c'est un lieu d'apprentissage et un lieu de vie pour nos cubers. Mais aujourd'hui, ils vont devoir aller sur le terrain. Certains de nos cubers ont eu l'occasion de participer au salon IA Web 3 à Luco à Angers, un salon réunissant de nombreux projets dans le domaine. L'occasion pour eux d'échanger avec le public, pitcher et faire connaître leurs projets. C'est notre premier salon aujourd'hui, donc c'est déjà commencer à découvrir, à rentrer dans cette phase d'expliquer qui on est, de nous montrer aux personnes. Aussi, on a hébergé notre premier projet sur la plateforme, parce que Divos, pour rappel, on est une plateforme de financement participatif à impact qui permet aux donateurs de s'impliquer dans la gouvernance des projets. Et donc là, voilà, notre site est maintenant fonctionnel. On a hébergé, comme je l'ai dit, notre premier projet, et donc commencer à avoir des retours sur la plateforme, sur la manière dont elle est présentée, sur la direction artistique, pour pouvoir au mieux adapter, encore une fois, notre solution et puis notre plateforme aux différents utilisateurs, aux différents personas, et aussi éventuellement peut-être trouver des partenaires, aussi bien sur la partie crypto-active que sur la partie impact. C'est mon premier salon, du coup c'était intéressant, il y avait pas mal d'émulsions. J'ai eu l'occasion de discuter avec une petite dizaine de personnes. Voilà, assez peu de créateurs de contenu éducatif ou de mes utilisateurs finaux, mais ça a été quand même riche en rencontres. Tester mon pitch dans sa version numéro 2, voilà. Là je l'ai pas mal pimpé je pense. Donc je vais tester, je vais voir la réaction du public, la réaction du jury, et puis ça me permettra d'ajuster, de continuer à itérer pour l'améliorer. Voilà. On est venu ici pour deux raisons. D'une, présenter notre solution Bounty. Donc chez Bounty, qu'est-ce qu'on fait? On récompense et on gamifie les interactions avec les marques ou les communautés. Et lors de ce salon, en fait, on a un use case très particulier qui est celui de venir récompenser les gens qui vont visiter les stands. Donc on héberge une quête où chaque personne qui visite le salon va pouvoir venir chercher les réponses à certaines questions en visitant les stands. Ils vont gagner des points et avec ces points, ils pourront participer à un tirage au sort et gagner des gros cadeaux surprises. Ce qu'on espère avec ce salon, c'est faire de belles rencontres. On espère que les gens seront contents de l'expérience Bounty. Ce qu'on aimerait surtout, c'est qu'il y ait des nouveaux organisateurs de salons qui viennent nous voir pour qu'on héberge leurs quêtes à eux sur leur salon pour faire découvrir encore plus de nouvelles marques. C'était une très bonne journée. On a fait pas mal de belles rencontres de personnes que je ne connaissais pas, qui sont venus découvrir notre projet Ashguard et s'inscrire à notre whitelist pour découvrir notre plateforme d'ici fin novembre, début décembre. On a fait quelques rencontres avec des professionnels du secteur. Donc voilà, vraiment une belle journée humainement et professionnellement parlant. Et pendant que nos cubers échangent avec le public, Valentin, notre CEO, a tenu une conférence sur sa vision de l'entrepreneuriat en France. L'occasion d'une petite piqûre de rappel sur le contexte de l'entrepreneuriat dans notre pays. Je vais vous faire une présentation rapide déjà de l'état des lieux de l'entrepreneuriat en France. Pas forcément Web3. Pourquoi on est bon? La France, c'est vraiment le terreau des startups. Donc il y a plus de 20 000 startups en France. Il y a des sommes astronomiques qui sont mises en place par l'État, par le département, par la région, par Baby, vous connaissez sûrement si vous avez déjà rencontré en France, et qui aident les startups à se lancer. Donc on est très bon pour lancer les sociétés, on est un peu moins bon pour les faire grossir et les faire rester en France. Et c'est sur ce segment qu'essaie de positionner justement Q3, c'est-à-dire évidemment nous aider dans le stade, aider les startups dans le stade de financement précoce, c'est-à-dire vous avez une bonne idée, vous sentez quelque chose, vous voulez vous lancer, vous quittez votre travail pour faire votre startup pendant 1 an et demi. Ça, on est très bien. Vous pouvez ensuite aller voir du coup BPI France, aller chercher entre 10 et 100 000 euros, BPI France, la bourse French Tech et ainsi de suite, pour vous aider à amorcer votre projet sans lâcher de capital. Et c'est ça toute la subtilité, la force de la France. Ensuite, c'est plus compliqué, c'est ce que je vous ai mis là. Il y a une trentaine de licornes en France. C'est des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars, 1 milliard d'euros. Ledger en fait partie, Sora en fait partie dans l'écosystème Web3 que vous connaissez sûrement. Par contre, il n'y en a pas une seule de ces startups qui arrive
à valoir plus de 10 milliards de dollars, justement parce qu'on a ce plafond de verre en France, en Europe, pour faire grossir nos startups au-delà du milliard d'euros. Et c'est ce que je dis beaucoup aux startups de Q3, c'est-à-dire que ce coup de pouce que vous offre la France, il faut le prendre comme un coup de pouce, il ne faut pas l'intégrer à l'ensemble de vos cordonniers financiers. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup trop de startups qui viennent aujourd'hui nous voir, qui ont un modèle rentable parce qu'ils ont tous les dispositifs activés sur leur startup. Et le jour où ça se retourne, bah, c'est difficile. Mais le but, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et ça, vraiment, je regrette un peu en France, et certaines des mentalités entrepreneuriales, qu'il y ait des entrepreneurs qui passent du temps astronomique à essayer, et les cubeurs qui sont là le savent parce que je le répète tous les jours, j'en vois un certain nombre, à passer du temps sur des recherches de subventions. France 2030, c'est super, mais ce n'est pas une fin en soi. Et des aides, et des aides, et des aides. Et par contre, quand il s'agit d'aller dans la rue pour chercher un client, il n'y a plus grand monde. Donc, c'est vraiment ce logiciel mental qui, à mon sens, il faut être en capacité de changer pour continuer d'innover. Et voilà, mettez-vous dedans, parce que de toute façon, la révolution, elle partira avec ou sans vous. Et si vous êtes là en 2024, il n'est pas trop tard pour y aller et faire partie des early adopters. Voilà. Merci beaucoup. Bon, après cette conférence, il est facile de comprendre que nos cubers vont devoir batailler pour y arriver. La France est certes un bac à sable exceptionnel, mais il se trouve que le tamis français laisse passer trop de pépites. Elle ne les retient tout simplement pas. Il appartient donc à nos cubers de réussir leur levée de fonds s'ils veulent être sereins en France, et surtout pour révolutionner le monde.